Je ne sais pas où je vais, mais je tente. Je vais voir où cette vidéo va me mener. Mais déjà, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'en ai marre. Quand je vois des icebergs sur les films d'horreur, je ne vois que des films extrêmes, des snuff movies ou des faux se vendant comme, et surtout, je ne vois que les mêmes films. Toujours les mêmes. Je suis passionné d'horreur et de films d'horreur. J'en ai vu plus de 800 et pourtant, j'ai vu très peu de films de ces vidéos et très peu de films de ces icebergs sont intéressants. Je ne dis pas que tous les films d'horreur que j'ai vus étaient bien ou intéressants, et bien au contraire, mais parfois, dans la masse, certains ont quelque chose à raconter. Certains ont une morale, un message, ou même juste un but utile et dénonciateur qui mériterait qu'on s'y penche un peu plus. Mais à cause de ces icebergs de l'extrême qui décrédibilisent le cinéma d'horreur et donnent l'impression que c'est un genre que pour les tordus et rempli de films hardcore, pendant longtemps je ne voulais pas faire mes propres icebergs sur cette chaîne. Mais on m'a convaincu d'en faire un. Ça y est. Et pour cet Halloween, je vous propose donc cet iceberg. Et non pas sur les films les plus extrêmes ou encore les plus dérangeants, mais plutôt un iceberg de 100 films et sagas à voir pour rentrer dans l'horreur. Donc évidemment, au début on verra des films assez connus de tous, mais plus on descendra et plus on tombera dans des pépites ou oubliées ou passées sous le radar à leur grande âme. Évidemment, par-ci par-là, je glisserai quelques films extrêmes que j'ai vus. Mais ne vous attendez pas à voir que ça. Prenez plutôt cette vidéo comme une sorte de guide pour voir toute la beauté du cinéma de l'horreur, toute la quintessence de cet art cinématographique et de pourquoi je l'aime autant. Et dans cet iceberg, il y aura des films que j'aime beaucoup, que je trouve banals, ou même que je déteste, mais j'ai fait une sorte d'objectivité en donnant des clés, et chacun de ces étages en donnera pour l'étage plus profond, et ainsi de suite. Ça a été difficile de ne choisir que 100 films ou sagas pour l'iceberg, en essayant d'être le plus complet, mais j'ai pu y parvenir et j'espère vraiment que cette exploration dans l'horreur cinématographique vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis, car si je vois que cette vidéo vous plaît, je pourrai sûrement en faire d'autres et pourquoi pas sur des sujets autres que les films d'horreur. Petit disclaimer avant, je ne vais que mentionner les films en vous disant parfois pourquoi je les ai mis dans l'iceberg. Je ne ferai pas le synopsis et parfois certains films auront déjà eu une vidéo, Nosisler, où je parle plus en détail des films en question. Et ça sera mentionné en affichant la miniature et en mettant dans la description le lien de la vidéo si le sujet vous intéresse plus. Pour cette vidéo, vos avis comptent énormément. Vos partages, vos commentaires, vos likes, tout va compter au centuple. Mais bref, assez de blabla. Mettez vos gilets de sauvetage. Le Titanic vient de rentrer en collision avec l'iceberg et cela nous promet une effrayante aventure dans l'iceberg des 100 films d'horreur. À voir. Nous sommes au sommet de l'iceberg. Ici, malgré les rayons chatoyants du soleil, nous sommes principalement dans un monde en noir et blanc, avec des monstres. Mais la plupart de ces monstres ont tout façonné et ont tout instauré à leur arrivée. Ici, nous sommes dans le royaume des créations les plus marquantes de l'horreur, et ce, même si vous vous aventurez pour la première fois dans ces contrées, même si vous n'êtes pas habitué au monde de l'horreur. Et d'ailleurs, je vois le premier film au loin. Et voici le premier film, ou plutôt devrons-nous dire court-métrage. Ce film est important pour l'histoire du cinéma et de l'horreur, tout simplement car il s'agit du premier film d'horreur officiellement de l'histoire. Réalisé par Georges Méliès en 1896, ce film est aujourd'hui un peu moins populaire, mais je pense qu'il ne vole pas sa place du premier film de l'iceberg. Premier petit film amusant dans cet iceberg, il n'en est pas moins peu important. Ce petit court-métrage est aujourd'hui très visible sur TikTok et je suis sûr que vous les avez déjà vus au moins une fois. Les squelettes qui dansent est aujourd'hui une image forte dans notre rapport à l'horreur et au réseau, et ce involontairement. Donc je voulais le mettre juste pour la référence. Je profite pour ouvrir une parenthèse et mentionner un court-métrage qui n'apparaît pas dans cet iceberg, mais qui, s'il l'aurait été, aurait eu la même place que la danse macabre, grâce à sa musique que vous entendez actuellement, ses images et son antagoniste, Possibly in Michigan. La première adaptation de Dracula sur le grand écran. Ce film est encore aujourd'hui culte pour son aura et la gueule de Nosferatu.
Mais surtout, il a instauré des codes dans le cinéma d'horreur, comme le fait que Dracula craint le soleil. Et oui, dans le roman, Dracula était insensible au soleil. Et surtout, ce film permet de mettre un premier pas dans l'expressionnisme allemand muet. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il a marqué et c'est indéniable. Celui qui est considéré comme étant officiellement le premier Universal Monster. Les Universal Monsters sont importants au cinéma. Ici, on parle de celui hantant un opéra à Paris, mais surtout qui aura beaucoup d'adaptations dans les années à venir. Et sa première apparition est en 1925. Il a un siècle, mais ce n'est pas le plus marquant des Universal. Il y a 4 films de cette saga. C'est le premier de cet iceberg avec des suites. Et vous verrez que ce n'est pas du tout la seule saga. Dracula, le roi des vampires, celui qui inspira Dio Brando, celui qui fera un hôtel presque un siècle plus tard, mais surtout un visage du cinéma qui lui a été donné grâce à Bela Lugosi à l'époque. Il y a eu plusieurs interprétations de Dracula sur les écrans, mais je pense que Lugosi est l'un de ceux ayant le plus marqué le 7e art, au point qu'on l'a tous en tête, même sans avoir vu les films. On continue avec cet Universal Monster ayant eu 5 films originaux et qui d'ailleurs est mon monstre gothique préféré, la créature de Frankenstein. Encore marquant aujourd'hui avec ce monstre qui n'est que la victime de l'atrocité des humains, dans le roman original de Mary Shelley, on nous renvoie à qui est réellement le monstre. Celui ayant un physique monstrueux mais un cœur pur, ou ceux ayant un physique normal mais un cœur corrompu. Et le film respectait très bien cette idée. Et d'ailleurs, un des rares cas du cinéma d'horreur où la suite est meilleure que l'original. La fiancée de Frankenstein, que l'on voit de partout, et qui inspire beaucoup de design de personnes du cinéma d'horreur actuel. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Frankenstein a même affronté le kaiju Baragon en 1965. Continuons notre visite des Universal Monsters avec le Dr. Jekyll. Inspiré du roman de Robert Louis Stevenson, ce film ne m'a pas tant plu que ça et fait même doublon avec un autre scientifique que l'on verra plus tard. Mais il vaut le coup de le voir pour son importance, comme les autres Universal. Un des rares Universal Monsters qui n'a pas été inspiré d'un roman, mais tout aussi important. Comme pour Dracula, les loups-garous ont été inspirés par ce classique du cinéma d'horreur et a permis de populariser cette créature de la nuit sur nos écrans. Mais il n'est pas incroyable comparé à d'autres de ses comparses que nous verrons plus tard dans l'iceberg. Maintenant, on va continuer avec un personnage ayant eu 5 films en tant que Universal Monster. L'homme invisible est tellement important au point qu'en 2019, dans un projet de faire un univers étendu du cinéma d'horreur, le premier film de ce projet fut L'homme invisible. Et il fait partie comme le Dr. Jekyll de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires aux côtés du Capitaine Nemo et de Dorian Gray. Et puis le pouvoir de l'invisibilité est un de ceux qui nous fascine le plus. Et voici le dernier Universal Monster, qui a aussi eu 5 films à cette période des années 30 où l'horreur commençait à prendre de plus de place sur les écrans. La momie Imhotep a marqué et a eu plusieurs réadaptations, même si personnellement, mes adaptations préférées a été la trilogie du début des années 2000 de la momie. Le film ayant eu une suite, Dr. X est un cas intéressant. Déjà, c'est le fameux film rappelant le Dr. Jekyll, mais surtout, il utilisait pour l'époque une technique de Technicolor bicolore presque unique. Et la version couleur de ce film a été perdue jusqu'à la fin des années 70, faisant que ce film est intéressant dans la place des Lost Media. Et voici le dernier film de cet étage. Pour renforcer l'apprentissage de l'expressionnisme muet allemand des années 20, Caligari est important pour cette période et est aujourd'hui un film encore influent, ne serait-ce que connu. Après, il a très mal vieilli, mais ce film a plus d'un siècle et les techniques ont évolué très rapidement. Mais pour l'époque, il s'agissait d'une prouesse technique. Maintenant que nous avons vu le gothique et que nous avons des bases solides pour mieux comprendre le cinéma horrifique, nous descendons un peu. Des couleurs étranges nous apparaissent, mais surtout des visages, des silhouettes. Ici, nous sommes en terrain connu, mais aussi dans une terre inconnue, où ces silhouettes nous possèdent et nous marquent. Ici, vous connaissez chacune de ces silhouettes, chacune de ces ombres, mais les avez-vous toutes vues ? Dans cette partie de l'iceberg, on commence avec un gorille de 8 mètres de haut, ou 100, ça dépend des films.
Et il faut savoir que King Kong a vu le jour en 1933. Et il y a une dizaine de films sur cette créature culte du cinéma. Mais je n'ai jamais aimé King Kong, donc je n'en parlerai pas plus, mais la suite logique veut qu'après King Kong, on parle du grand roi kaiju, le seul et unique roi des monstres, Godzilla. Et là, il y a des choses à dire. Premièrement, il s'agit du premier film tokusatsu de l'histoire. Le tokusatsu est le fait de mettre des monstres sur des maquettes, comme les Power Rangers, Godzilla, donc, mais aussi d'autres films que l'on verra plus tard. Et ce film a surtout une aura, et pas des moindres. Il a une aura historique et politique. Pour ceux qui ne savent pas, le Japon, lors de la Seconde Guerre mondiale, était du côté de l'Allemagne et de l'Axe. Ils ont attaqué les Américains le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor. Ensuite, début août 1945, les Américains vont larguer 2 bombes nucléaires à Nagasaki et Hiroshima. Et jusqu'en 1951, le Japon sera occupé par les Américains, faisant qu'ils ne pouvaient pas diffuser de films sur leur culture ou autre. Et c'est donc dans un contexte de liberté, mais aussi de peur états-unienne, que Godzilla voit le jour en 1954, symbolisant l'explosion nucléaire. Et d'ailleurs, le premier design de Godzilla a une tête en forme de champignon atomique. Et aujourd'hui, tous les films de kaiju se comptent en centaines. Godzilla aura plusieurs airs et représente l'évolution japonaise. Voilà pourquoi il est aussi important pour le cinéma japonais et même en général. Ah, et aussi personnellement, Mothra, c'est le best! Quel film pour raconter les faits de notre premier tueur classique du cinéma d'horreur et que l'on pourrait considérer comme un précurseur du genre du slasher, Norman Bates, inspiré d'un roman de Robert Frost. J'étais obligé de le mettre dans l'iceberg pour ne serait-ce que LA scène de la douche. La scène de la douche qui est encore aujourd'hui étudiée au cinéma. Cette scène qui marque le cinéma au fer rouge et qui a laissé une empreinte indélébile. Alfred Hitchcock a réussi à être un maître du cinéma et il l'a prouvé juste avec cette scène et d'autres éléments énormément présents dans ce film qui est presque parfait encore aujourd'hui et qui est une leçon pour faire un excellent thriller horrifique. Et là, nous avons un autre film d'Hitchcock. Sans un tueur fou, mais avec des animaux qui ont mal tourné. J'ai vu ce film quand j'étais au collège, en 4e exactement, en cours d'anglais. Et j'ai compris que ce film était important. Comment savoir si un film est important ? Eh bien, quand on voit qu'un film a des hommages, qu'un film apparaît des décennies plus tard dans des œuvres de la pop culture. Et pour la petite anecdote, la fameuse saga de bientôt 5 films Birdemic est censée être un hommage à The Bird. Et d'ailleurs, l'actrice jouant l'héroïne du film a été traumatisée à cause de ce film et surtout de Hitchcock. De plus, le film est celui étant le plus vu à la télévision jusqu'à Love Story d'Arthur Miller. Bon, pour ceux ayant vu le Gnosisler de septembre, vous savez que ce film m'est cher à mon cœur. Mais si je l'ai mis dans l'iceberg, c'est car ce film est assez important dans l'image du cinéma d'horreur et même du cinéma tout court. Inspiré du roman Un bébé pour Rosemary de Ira Levin, ce film est assez important, au point que fin septembre, il a eu un sequel. Et ce film de Roman Polanski est sorti en 1966. Si vous avez l'occasion de le regarder, foncez le voir, car ce film a marqué et encore aujourd'hui, il est un exemple. Adapté du roman éponyme de 1971, écrit par William Peter Blatty, il s'agit d'un film inspiré d'un réel exorcisme. Et puis surtout, ce film est un monument, un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire, considéré par beaucoup comme étant le pire film d'horreur jamais fait. Il fallait mettre ce film dans l'iceberg, mais je n'ai pas été fan du film. Peut-être car j'en attendais beaucoup grâce à sa réputation et son aura. Mais au final, j'ai vu pire, et il y aura pire dans l'iceberg. Après avoir introduit dans cet étage les slashers, les kaiju et les films paranormaux, introduisant des giallo. Mais avant, qu'est-ce qu'un giallo ? Il s'agit d'un film d'horreur italien avec un soupçon d'érotisme et de thriller. Et entre les années 60 et 80, ils étaient un genre qui nageait dans un âge d'or. Et pour introduire le giallo, quoi de mieux que le premier film de la trilogie des Trois Mers ? Quoi de mieux qu'un film culte réalisé par l'immense réalisateur italien qu'est Dario Argento ? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai introduit ce film giallo paranormal de 77 qui est hyper intéressant à voir dans cet iceberg. Je n'en dirai pas plus car l'iceberg est là pour vous faire découvrir des films et non pas les résumer.
Il fallait au moins un film de John Carpenter et surtout une saga liant la fin des années 70, même 78 exactement, à aujourd'hui et même plus précisément 2022. On va parler d'une des sagas de slasher movie les plus connues, mais aussi celle que j'aime le moins, Halloween. Personnellement, le Halloween que j'ai trouvé le plus intéressant était le troisième, avec les masques et surtout sans son tueur emblématique, qui est Michael Myers. Et en parlant de saga que je n'aime pas, en voici une deuxième, qui elle a commencé en 1980 et aura un remake en 2009. Une silhouette se dessine, un masque de hockey cachant son visage. Je parle bien évidemment des films Vendredi 13 avec son célèbre Jason Voorhees, le mort-vivant. Continuons notre avancée dans les slasher movies avec cette saga qui a vu le jour lors d'une terrible nuit de 1984, The Nightmare on Elm Street. Et là on parle de mon personnage de film d'horreur préféré, je suis fan de Freddy Krueger, et le concept des rêves, c'est hyper intéressant. Mais je ne vais pas m'aborder plus que ça sur le sujet, vu le nombre de vidéos sur la chaîne où j'ai parlé de notre cher croque-mitaine, réalisé par feu Wes Craven. Nous avons parlé de Psychose, mais je n'avais pas évoqué que c'était inspiré d'un fait divers, et plus précisément du tueur en série Ed Gein. Et pourquoi ? Car le tueur de Massacre à la tronçonneuse est aussi inspiré de lui, et je voulais l'évoquer maintenant et pas plus tôt. Et depuis 1974, Leatherface a marqué nos écrans avec sa tronçonneuse devenue emblématique. Toby Hooper nous a créé un monument encore aujourd'hui. Lorsque j'avais parlé du loup-garou, j'avais parlé d'autres films avec des loups-garous qui sont incroyables. Eh bien le voici, le seul et unique loup-garou de Londres. Et ce film mérite d'être vu que pour une scène, la scène du film. Allez le voir, vous comprendrez. Et même encore aujourd'hui, ce film de 1981 n'a pas vieilli. Une autre adaptation de roman, et cette fois-ci on va parler du remake de 82 et non pas de l'original de 1951. Ce film, avec une ambiance Lovecraftienne, est incroyable. La fin a marqué beaucoup de spectateurs et est encore aujourd'hui sans réponse. La chose du film est un des extraterrestres les plus flippants de l'histoire du cinéma et nous permet d'intégrer dans cet iceberg de l'horreur SF. Autre slasher, réalisé par l'écrivain du roman éponyme, Hellraiser nous présente des Cénobites, dont Pineade est à la tête. Le visage clouté de ce monstre aura marqué les esprits. Le sang et la douleur présents dans la saga nous montrent une sorte de beauté horrifique et malsaine extrême du sadomasochisme. Parlons maintenant de ce film qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, où chaque acteur n'étant pas connu et n'ayant pas joué dans d'autres films a vraiment été considéré comme mort. Ce film a été innovant et a permis de créer un nouveau genre horrifique, le found footage, où le film est un ou plusieurs enregistrements faits par les protagonistes et où tout est réel. Et le film jouait beaucoup là-dessus à l'époque avec sa communication. J'ai été obligé de le mentionner dans cet iceberg car il s'agit d'un des meilleurs premiers pas dans le found footage. Cette Pentagonie est un cas d'école. Étudié en école de cinéma pour sa mise en scène de la menace invisible, Destination Finale nous aura à tous donné la peur de l'avion, des parcs d'attractions ou même des voitures, et ce grâce à sa mise en scène et son « cela peut arriver à tout le monde », rendant le spectateur chanceux de ne pas vivre ce qui se passe derrière son écran. Film du début des années 2000, Destination Finale aura fait parler et reste un classique des soirées entre amis avec une bonne bière et des chips pour se faire peur. Comment parler de 100 films d'horreur à voir sans mentionner un film de Romero ? Et surtout, comment mentionner Le Roi des Zombies et Mort-Vivant sans mentionner son film le plus connu ? La Nuit des Morts-Vivants est un classique plus, et c'est ce film qui donnera tous les codes des films de zombies comme Zombieland, Shaun of the Dead ou encore Dernier Train pour Busan. Et quand on voit que ce film a été fait dans un seul jardin, et surtout il s'agit d'un film dans le domaine public depuis sa sortie, c'est ce qui aidera à son succès. Les films de zombies et de morts vivants sont légion dans le cinéma d'horreur, et nous devons presque tout à feu Romero. On avait déjà un petit peu parlé d'extraterrestres avec The Thing, mais comment ne pas parler de ce classique de Ridley Scott, qui est la saga Alien. Designé par Giger, le xénomorphe est une espèce parfaite et menaçante dans le cinéma d'horreur, et même dans le cinéma tout court. On sait tous à quoi ressemble le xénomorphe, et ce n'est pas pour rien. Il s'agit d'une saga à voir pour comprendre l'évolution du cinéma d'horreur,
comment un monstre presque absent de l'écran peut créer une menace tout le long du film. On a vu beaucoup d'anciens films, mais maintenant parlons d'un film sorti en 2017. Il a été mentionné pour la première fois en 2008. On a eu une suite en 2022, et cette année, on a le 3e opus qui est sorti. La peur des clowns est omniprésente depuis toujours, et Art en joue dans ce film. Il est une sorte de réécriture de Pierrot la Lune. D'ailleurs, il faut savoir que l'un des représentants de Pierrot a tué quelqu'un à coups de bâton. Dans la vraie vie. Voilà la petite anecdote. Art tue d'une manière sanglante et gore, et ça entache son costume en noir et blanc. En plus, il ne parle pas et est discret. À surveiller en termes d'impact, je pense. Je pense que ce film, dans les années à venir, va devenir un monument. J'étais obligé d'intégrer une adaptation de King dans cet iceberg et mon dévolu s'est jeté sur Carrie. Mais pas n'importe lequel, la version de 1976 de De Palma. Et ce pour une scène qui m'a beaucoup marqué à l'époque quand j'avais vu le film. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que Stephen King est un maître de l'horreur et De Palma a su lui rendre hommage avec cette adaptation du premier roman du Roi de l'épouvante. On descend dans notre périple. Ici, vous êtes dans une zone réservée à ceux qui s'intéressent à l'horreur. Des films qui méritent l'attention et l'intérêt du public, mais surtout un peu connus pour ceux s'intéressant au sujet des films d'horreur. Continuons de couler pour assister à cette danse macabre et sinistre qui se prépare devant nous. Pour commencer cette partie, je voulais parler d'un film que j'aime énormément de Stuart Gordon, Dolls de 1987. Ce film est une sorte de film doudou pour moi, et c'était important de le mettre. Ce film est un hymne à la pureté de l'enfance et surtout l'importance de rêver. Il m'était donc important de le mettre ici, car j'aime parler de ce film. Ce film de David Lynch n'est pas pour tout le monde, mais il vaut le coup d'œil. Je ne vais pas en parler plus que ça de ce film en noir et blanc, mais il faut savoir qu'il s'agit d'un film important en termes d'ambiance et qu'il mérite d'être bien plus mis en avant. La saga Puppet Master est un cas d'école. En effet, tant que vous restez à la surface, peut-être que vous n'en entendrez pas parler, mais une fois la tête un petit peu plongée sous l'iceberg, vous verrez Blade, Torch ou Leech Woman de partout. Mascotte du studio Full Moon, ces films ont apporté quelque chose et ont un côté Pokémon très apprécié. Avec Les Griffes de la Nuit, on a vu un tueur faisant des meurtres originaux et impressionnants. Wes Craven a créé le Wishmaster qui tue en réalisant les souhaits. Et si vous êtes comme moi amateur d'effets pratiques, regardez-le. Je vous invite à regarder la quadrilogie qui est assez intéressante en mise en scène et exploitation du mythe. On a parlé de Full Moon. Parlons de trauma avec sa mascotte, Toxie, ou Toxic Avenger. Gore, violent, fun, drôle, un super-héros et une serpillière. Quoi demander de plus? Je vous invite à voir cette quadrilogie assez intéressante et importante, surtout quand on sait que Stan Lee a failli finir dans ce film, car il s'agissait d'un ami du réalisateur, et pour lui, Toxic Avengers mériterait d'être au même rang que Spider-Man. Allons plus loin dans le temps avec ce film dont j'ai parlé en vidéo. Il s'agit d'un film réalisé par Full Moon avant Full Moon. Et d'ailleurs, un des personnages du film, Medusa, a été inspiré par un personnage qui est un petit peu plus bas dans cet iceberg, mais on verra ça plus tard. Il s'agit d'un film fun et sans prise de tête, que je conseille, mais quasiment malheureusement introuvable en DVD ou même en VHS. Un bonhomme en pain d'épices qui tue des gens, ça vous tente? Eh bien c'est le cas de cette trilogie qui est liée à Evil Bong, mais on n'en parlera pas dans cet iceberg. Parlons plutôt de celui qui fait de la patinoire avec Hitler ou qui est dans un studio de cinéma de série Z. Les films ne volent pas haut et ne sont même pas beaux, mais ils sont sympas pour des soirées entre potes. Première réelle adaptation de Lovecraft dans l'iceberg. Et je voulais caler Lovecraft pour tout ce qu'il a apporté à l'horreur cosmique. Et ce film est assez cool, avec un Jeffrey Combs convaincant, des jeux de lumière intéressants et surtout des effets pratiques dont je suis friand. Allez le voir si vous en avez l'occasion. La femme fatale des années 80-90. Inspirée de Morticia Adams, Elvira est une présentatrice de films d'horreur de série B dans son émission, et elle aura 2 films. Si on était aux États-Unis, Elvira aurait été tout en haut de l'iceberg, tellement elle est culte là-bas. À quel point elle l'est? Vous vous souvenez de Medusa mentionnée dans la partie Terror Vision? Eh bien c'est elle qui l'a inspirée. Elle apparaît dans les Simpsons, elle a des jeux, des figurines pop, des figurines, et surtout elle a la classe.
Il s'agit d'un film qui m'a remis dans l'horreur, et une autre adaptation de Lovecraft. Je suis fan de films anthologiques, et il en est un excellent premier pas pour découvrir ce style de cinéma. Et surtout quand on sait que ce film a un réalisateur américain, un réalisateur français et un réalisateur japonais. Encore des effets pratiques et surtout un côté gore et poétique intéressant. Dans le même cas que Puppet Master, on a les clowns tueurs venus d'ailleurs. Un film avec des clowns cartoonesques qui tuent des gens en les transformant en Barbapapa. Ce film est délirant et très vite considéré comme un des films préférés de la plupart qui l'ont vu. Regardez-le pour vous marrer. Un film dramatique sur la guerre du Vietnam, ce film est hyper important. On voit la psyché du protagoniste et sa descente en enfer, faisant que ce film est prenant et efficace. Regardez-le. On va parler d'un film intéressant, où on a un être changeant de peau. Et là, on voit que l'horreur touche bien plus que ce que l'on croit. Ici, on a un caméléon, faisant que tout le monde est une menace, créant une sorte de paranoïa. Et surtout avec la révélation du film pépite, vraiment. Nicolas Cage. Il est très mauvais dans Willy's Wonderland, mais dans ce film, il est incroyable. La couleur tombée du ciel s'inspire d'un roman de Lovecraft et arrive avec la suspension d'incrédulité à nous faire croire que cette couleur inexistante est indescriptible. Un pari risqué pour le cinéma, mais réussi. Mon film d'horreur préféré, un mélange de La Tour de Babel et de l'Enfer de Dante. Film qui a mis 35 ans à être réalisé et en stop motion. C'est un film expérimental qui vaut le coup avec des puces jouant aux cartes, mais surtout avec un message psychologique assez intéressant et rendant ce film unique. Je pense personnellement que dans 5 ou 10 ans, ce film va inspirer beaucoup de futurs films. Gérer le voyage dans le temps avec le cinéma d'horreur était un challenge, et cette trilogie l'a bien réussi. Surtout le premier. Assez connu et facilement trouvable, je vous invite à voir ces films qui sont riches d'écriture et qui sont un peu plus intéressants. Ici, plus aucun rayon du soleil ne peut passer. Ici, nous sommes en proie à nos démons et surtout, maintenant, ces démons sont plus européens ou américains, mais ils sont aussi japonais. L'horreur y est intrigant, curieux, mais beaucoup plus culturel que dans les étages précédents. Si vous vous intéressez à l'horreur, cet étage va donner un enrichissement sur des légendes nippones et vous permettre de découvrir des choses que jamais auparavant vous n'avez vues. L'étage précédent vous a pourtant préparé à cette exploration, mais vous n'êtes pas prêt. Film de vengeance de 1968, ce film est un film important dans le cinéma japonais. Car oui, c'est important de s'intéresser à d'autres pays quand on s'intéresse au cinéma d'horreur, tellement chaque pays est différent. Et ce film a son ambiance particulière et prenante. D'ailleurs, il a été réédité il y a peu et est donc facilement trouvable en VOSTFR qu'à une époque. Mais 4 ans avant, on a eu ce film assez intéressant, traitant du cas du Oni, un démon japonais. Le film est aussi en noir et blanc et le visage de Onibaba est devenu une figure de proue dans le pays du soleil levant. Allons faire un tour dans le cinéma français avec ce film qui m'a étonné. Je l'avais vu pour la blague, mais le film est bien et c'est un métafilm qui permet d'avoir une lecture différente à chaque visionnage. Il brise le quatrième mur dès les premières secondes et c'est le bienvenu. Allez voir ce film capable de réconcilier avec le cinéma français. Alors, ce film est un cas intéressant. Il faut savoir qu'il dure 3 heures et qu'il s'agit d'un film contemplatif, et que sa version américaine supprime une des histoires du film. Chacune de ces histoires vient du recueil de contes et légendes écrit par Lafcadio Hearn. Et le film est juste magnifique. Il y a des plans magnifiques, faisant que j'ai beaucoup aimé ce film magnifique. Et pour comprendre la beauté du cinéma d'horreur japonais, il faut le voir. Et après avoir vu la beauté et le contemplatif du cinéma d'horreur japonais, je vous propose de voir un côté assez rare du cinéma d'horreur japonais, le côté déluré et tiré par les cheveux. Et pour ça, je vous propose Machine Girl, qui est en vrai un film avec une belle morale et un message très fort, faisant que ce film est vraiment intéressant. Puis, je suis sûr que vous avez toujours voulu voir des femmes avec des couettes hélicoptères ou dans des combats qui n'ont aucun sens. Eh bien, ce film vous l'offre. Visant à être drôle et haut en couleur, ce film montre le détachement et le côté comique du cinéma d'horreur japonais. Pour une soirée entre potes, ce film vaut le coup. Et en plus, il a une VF, comme Machine Girl. Alors, j'ai mis juste pour cracher dessus.
Je déteste ce film. Et c'est pour montrer des mauvais films, car des fois, ça existe, oui. Pour l'anecdote, je l'ai vu enfant, étant fan de cryptozoologie et de dinosaures, et ce film m'a écœuré du cinéma pendant plusieurs années. Donc je n'en parlerai pas plus, sinon je vais m'énerver. Et maintenant, on va retourner voir ce que le Giallo a pu proposer, mais cette fois-ci en franco-belge et dans les années 2000-2010. La mère est aussi du contemplatif et est un film très sensuel, montrant plusieurs visions de la vie d'une jeune femme et de sa découverte de son corps. Le film est incroyable. Et du même studio, nous avons celui que j'ai moins aimé car bien plus axé sur le côté thriller et on dirait qu'il force sur la sexualité et c'est dommage car le film aurait pu être incroyable. Et d'ailleurs, le film comporte une des plus belles affiches que je n'ai vues. Premier degré, je n'ai tellement pas aimé ce film que lors de la sélection des films pour cet iceberg, j'avais complètement oublié que je l'avais vu. Un fan footage que je n'apprécie pas mais qui permettra de voir autre chose qui change car le cinéma n'est pas toujours des films qu'on apprécie. Et il y a un peu de body horror dans cet iceberg, on va l'aborder avec ce film, que je n'ai pas apprécié non plus. Il faut savoir que je suis sensible aux mutilations, à la souffrance et autres, et le premier film m'a fait assez mal en le voyant avec son sujet et ses effets spéciaux. On retrouve souvent ce film dans les icebergs que je n'apprécie pas et je comprends. Un nouveau Stephen King et j'adore ce film pour ses personnages ou en couleur, mais surtout son humour noir et ses scènes qui ne se cachent pas. On voit beaucoup d'effets horribles et prenants au trip, mais le film réussit à briser la tension de la meilleure des manières. C'est du grand art cinématographique, à la limite du nanar, mais pas trop. Il faut le voir pour comprendre et l'adorer, mais surtout, surtout la scène. On a parlé de Toxic Avengers et maintenant j'aimerais qu'on parle de Atomic College, qui se passe dans le même univers et réalisé par les mêmes personnes. Prenez tout ce que j'ai dit pour Toxic Avengers et mettez ça dans une université. Et pouf, une saga de plusieurs films. Toujours réalisé par Troma Studio, Roméo et Juliette, et comme le laisse supposer le titre, une version punk sous acide de Roméo et Juliette. Et ça marche tellement bien. Mais il faut aimer l'humour noir extrême pour accrocher à ce film. Zelda en film d'horreur réalisé par Empire Pictures. Ça ne peut être que bien, non? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas de ce film. Et c'est dommage, car le film est assez intéressant dans son style et il en devient unique. Je ne l'ai pas trop aimé, mais je le regarde des fois, car malgré tout, ce film a une aura. Le film est intelligent et intéressant, et je vous invite à le découvrir. Nous retournons au Japon, avec peut-être un des films d'horreur japonais les plus bizarres et uniques. Et il faut savoir que je suis fan de ce film. Adaptant le Kuroneko à sa manière, ce film est considéré comme un classique nippon chez nous, mais n'est qu'un film lambda dans son pays d'origine. Cela montre le décalage entre les différents pays, et je trouve ça cool et intéressant. Et fun fact, il y a un manga de ce film. En Italie, Lucio Fulci est assez connu, et ce film est assez connu en réalité. Et il faut savoir que ce film a une musique incroyable. Si je voulais parler de ce film, c'était paradoxalement pas pour le film, mais la musique. Car on le dit pas assez, mais la musique est importante dans les films d'horreur, car elle ajoute une ambiance. Et surtout, mais écoutez-moi ce banger! Parlons de ce film, même de cette duologie que je n'apprécie pas, et qui est un des pires que j'ai vus. Ce film parle de sujets sombres et malsains comme la nécrophilie, le suicide et d'autres sujets glauques. Il le dénonce, mais en faisant une sorte de lettre d'amour et ça m'a beaucoup perturbé. Je l'ai mis ici pour le quota de films extrêmes, vu qu'il n'y a que ça qui vous attire, mes petits malins, pour regarder des icebergs. Un petit film d'anthologie assez sympa avec un humain se retrouvant chez les monstres. Le film a un côté gore, mais surtout un côté assez humoristique, faisant qu'il est digeste à voir. Je vous invite donc à découvrir ce petit film, pas trop connu malheureusement, car il vaut aussi le coup. Comme quoi, les meilleurs films d'horreur sont pas forcément ceux qui sont mis sur le devant de la scène. Cas particulier avec ce film. On parle d'un film d'horreur comédie musicale qui a été censuré pour sa sexualité débridée, mais qui est hyper intéressant pour l'histoire du cinéma et même de la communauté travestie. Ce film est incroyable et revisite bien le mythe de Frankenstein. Il fait partie de ces films que la première fois que tu regardes, tu n'aimes pas et au bout du troisième visionnage, tu l'adores. Film important de la culture japonaise, ces films nous font découvrir les yokai et leur signification. Et ils utilisent les mêmes effets tokusatsu que Godzilla. Allez les voir, les films sont très intéressants et on apprend bien plus sur la culture japonaise. Et surtout, il y a eu un remake non horreur en 2005 qui a eu une suite. Je
n'ai pas parlé de Chucky dans cet iceberg, car sinon il aurait fait doublon avec cette saga de 5 films basés sur la même histoire vraie, car oui, Chucky la poupée a vraiment existé et est même inspiré de la légendaire Robert the Doll. Et faire 5 films sur cette histoire était un pari risqué, au point que le réalisateur a avoué s'être inspiré, pour ne pas dire plagié, de la saga des Puppet Masters à partir du 3e film. Chacune des poupées que l'on voit dans le film est inspirée d'un fait réel. Film réalisé par Dario Argento, il faut savoir qu'ils sont assez intéressants, surtout le premier film, le deuxième n'est pas obligatoire à voir, et surtout par rapport au cinéma, qui est une scène assez intéressante pour le cinéma d'horreur en termes de mise en scène, d'ambiance et d'effets spéciaux. Un des films de la trilogie de Peter Jackson. Ce film est aujourd'hui introuvable en physique car il n'est plus édité, et pour le côté gore, déluré et sans aucun sens, ce film est réellement une pépite qui mérite d'être vu. Et le second et dernier film que nous verrons de la trilogie Jackson, le troisième film est Feebles et il n'est pas un film d'horreur. Ce film est dans la continuité du précédent avec du zombie, de la glissade sur des cadavres et surtout un souci de brosse à dents. Ah, et une histoire de pandémie à cause d'un rat singe. Retournons un peu au Japon avec ce film qui peut provoquer des crises d'arachnophobie à plein de monde, car bon, voir des araignées à tête humaine, ce n'est pas très courant, et le film est cool et surtout il a une réédition en Blu-ray disponible, maintenant le rendant bien plus accessible qu'à une époque. Le fameux Doctor Strange de l'horreur réalisé par Full Moon. Avoir un film d'horreur avec de la magie et des combats d'autres dimensions, c'est cool. Dommage que ce film ne dure qu'1h30 et qu'une partie du film donne l'impression d'avoir été rushé, car le film avait un immense potentiel pour être un chef-d'œuvre s'il n'avait pas eu ce souci. On a parlé de Stephen King et de Lovecraft, qui sont mes deux écrivains d'épouvante préférés. Mais dans les mangas alors, eh bien il s'agit de Junji Ito. Et oui, il y a eu un film sur son Aphrodite démoniaque, qui est Tomie. Et en plus, il n'y a pas eu qu'un seul film, ou 2 ou 3, mais 8 ou 9. Et ils sont sympas à regarder en ambiance d'Halloween, donc je vous invite à les regarder, sous un bon petit plaid. Et maintenant, le dernier étage. Ici, tout n'est qu'étrange, violent et parfois magnifique. Dans les abysses de cet iceberg, nous allons encore voir la culture japonaise, comme le palier précédent, mais aussi un peu de culture turque ou encore indienne. Toute la vidéo était là pour vous préparer à découvrir les films présents dans cette obscure pièce, mais arriverez-vous à tenir le coup jusqu'à la fin? Et oui, même ce manga, qui a eu une adaptation en série le mois dernier, a eu un film. Et il est sympa. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le manga, mais le film, je n'en ai aucun souvenir. Mais comme je sais qui est mon public, je vous invite à le voir. Beaucoup de films japonais dans cette partie, et c'est normal, car ils ne sont pas connus chez nous. Et on va parler de Gakkou no Kaiden, ma saga d'horreur préférée, surtout la trilogie, et surtout, il faut savoir que c'est très populaire au Japon. À quel point? Eh bien, il y a eu une version érotique, il y a eu des spin-offs, et un de ces spin-offs a donné le jour au personnage de The Grudge. Une anecdote que j'aime bien, mais qui m'énerve aussi car les Juhon ne sont pas ouf, et on se focalise que sur eux. Et une comédie musicale américaine critiquant le lobby pharmaceutique saoudien. Sachez que je kiffe les musiques de ce film au point de les mettre dans ma playlist personnelle. Et surtout, l'ambiance comics et autres fait beaucoup penser à Sin City et Mad World, des films et jeux que j'affectionne particulièrement. Ce film assez intéressant avec des flashbacks et de la couleur pour les années 50 traite du mythe du Dakeneko comme House, et il s'agit d'un yokai ressemblant à un chat. Je ne m'y connais pas assez sur le sujet, mais si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur la place des légendes urbaines japonaises dans le cinéma d'horreur. J'en ai parlé dedans si vous êtes curieux. Une saga turque un peu controversée car beaucoup de personnes croient que cela fait l'apologie du shaitan ou du diable, mais il s'agit de tout l'inverse. J'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je dois voir le 7e film de la saga, comme ça je les aurai tous vus. Et je vous invite à faire de même, car cela sort de nos habituels films d'horreur sur la religion. Petite biologie magique inspirée du manga Kujakuho. On y a des affrontements contre des démons et des entités démoniaques. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit pour le film Dr. Mortmain? Eh bien, c'est pareil en mieux. Une anthologie de cette histoire assez gore, ce pourquoi je parle de ce film, c'est principalement pour la cover que j'aime énormément. Car pour un film, il n'y a pas que le film. Mais il y a le reste. On a vu la communication avec Blair Witch, eh bien il y a aussi le cover des films, avec donc Théâtre Bizarre.
Mais regardez-la moi, cette putain de cover, sobre, efficace, sublime. Voir un kappa tueur danser avec des enfants ne faisait pas partie des choses que je voulais voir, mais force est de constater que ça m'a étrangement plu. Le film est un film de kaiju et de combat avec un kappa et ça marche, avec ce côté humoristique et épique. Et maintenant, parlons de la saga qui m'a réconcilié avec les found footage. Je parle de Senjutsu File Kaiki. 12 films, 10 courts-métrages et un manga. Cette saga encore en cours est une pépite et montre différentes légendes urbaines japonaises comme Ochisake Onna, mais aussi de certains yokai comme le kappa, et avec un personnage principal anti-héros comme on aime. Un film nécrophile montrant un adorateur de Jeffrey Dahmer? Eh bien, c'est extrême, malsain et sale à voir. Je n'ai mis que pour qu'il y ait ce côté extrême que beaucoup recherchent dans l'iceberg, même si je suis complètement contre ce concept. Je voulais voir ce film qui avait une esthétique très série B que j'apprécie beaucoup, mais il est assez pire. Le concept d'avoir des toons venant dans notre monde et faisant un Roger Rabbit de l'horreur était une excellente idée, mais le film rate tout, et ses suites aussi. C'est moche, cliché, rien ne va. Mais il mérite d'être mentionné, et ce car il a tenté quelque chose. Une duologie Jedi Geki montrant la vie d'un samouraï et loup-garou tuant des démons et des humains. Dernier film de l'iceberg parlant des légendes japonaises. Je voulais montrer toute la beauté de cette culture et vous la partager. Et maintenant, un film Empire Pictures avec des plantes extraterrestres tuant des gens. Le film m'a étonné. Je m'attendais à voir un petit nanar, mais au final, j'ai passé un très bon moment et surtout, j'ai beaucoup aimé ce film. Et pour moi, un film méritant beaucoup plus de lumière qu'il n'a actuellement. Vous vous souvenez de Freddy Krueger? Eh bien, il a une version plagiat indienne comédie musicale de 2 heures, se nommant Mahakal. C'est incroyable. C'est un nanar sans aucun sens, surfant sur le succès du tueur des rêves, mais lisons cet iceberg pour montrer que ce film, il est assez sympa, malgré ses 2 heures de durée. Film d'animation japonaise avec un nom poétique, La jeune fille aux camélias. Il est horrible. Inspiré du manga du même nom, ce film, interdit même au Japon, son pays d'origine, montre de la violence sur des enfants et des animaux. Il est horrible et pourtant, le film met en scène une telle poésie. Cela montre que l'animation n'est pas que pour les enfants et il peut être un argument parfait pour montrer que non, les mangas, c'est pas que pour les petits. Film d'anthologie américain, complètement pareil, on a quand même un spermatozoïde géant voulant féconder la statue de la liberté et le journal d'Anne Frankenstein. À partir de là, le respect est parti. Et pourtant, le film rend hommage à toute l'histoire du cinéma d'horreur et de genre. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus connu, car ça marche. Des films extrêmement gore traitant de la Bible, mais avec une certaine poésie. Encore une fois, si je l'ai mis, c'est pour rassasier la curiosité morbide de certains. Ce film est plus important qu'on pourrait le croire. Il faut savoir qu'il a inspiré un jeu vidéo par Konami, et c'est le jeu qui a inspiré Resident Evil. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu en question, je vous invite à voir la vidéo de Edward, très intéressante sur ce sujet. Alors, malheureusement, n'ayant pas eu les sous-titres, je n'ai pas tout compris aux histoires, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier le moment et de comprendre le gros. Et ce qui m'a le plus étonné a été la ressemblance entre le film et les mangas Manoir de l'horreur, que j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait de ne pas avoir que du live action. Je trouve que ça donne du cachet au film et le rend tout de suite plus marquant et impactant. Le stop motion, l'animation, sont les bienvenus. Le petit retournement à la fin m'a bien plu. Alors, Black Magic. Je le mets car film assez beau et assez riche, mais surtout la musique de ce film que j'aime énormément est introuvable sur internet, sauf sur mon compte, et je veux une version longue de cette version. Film un peu dans le même délire que Terror Toon, il est mieux fait, mais il n'en reste pas moins mauvais. Les extraterrestres mangeant des humains, eh bien, vaut mieux regarder Bad Taste, Terror Vision ou Critters, qui sont bien mieux. Mais si je l'ai mis, c'est justement car il est presque inconnu, et donc a une place appropriée dans l'iceberg. Saga de 6 films japonais sortis en VHS 99. Ces films sont vraiment cool et ont un esprit que j'aime énormément. Ils adaptent à chacun un conte populaire en le mettant dans notre époque et en y mettant de l'horreur. Pour l'anecdote, l'un des films est aujourd'hui introuvable, mais n'est pas Lost Media, car on sait que des copies existent. Et nous voici à la fin de cet iceberg des 100 films d'horreur à voir, et ce avec un dernier film extrême, Monstrosity, qui montre de la torture et du viol, et il est très dur à voir. Encore une fois, si je mets ce film,
Ce n'est que pour respecter le côté extrême de l'iceberg, car je sais que beaucoup d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo dans l'espoir de voir des films d'horreur extrêmes, même si ce n'est pas le but. Félicitations, vous venez de terminer cet iceberg, et j'espère qu'il vous a plu. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié de le faire, et ce malgré la réticence que j'avais au début pour ce format. Parler de films d'horreur et montrer la beauté de ce genre est une de mes passions, et j'espère sincèrement que cette exploration dans les films d'horreur, et ce, sans avoir que de la violence en ma compagnie, vous a conquis. Si à partir du 3e étage, vous connaissiez des films, n'hésitez pas à me dire lesquels, et surtout vos avis dessus. Et si vous en avez découvert et que j'ai réussi à vous donner envie de découvrir des films, n'hésitez pas à me donner vos opinions sur les films, et surtout à me partager vos propres icebergs. Sur ce, je vous laisse, je m'en vais, comme on entre.